séance d'actualité dédiée à la crise énergétique et impact en droit du travail et sur les ressources humaines, puisque vous l'avez entendu dans les médias depuis quelques jours, mais très peu d'entreprises sont prêtes. Donc, on va refaire un petit point sur ce qui nous attend sur le plan technique et comment est-ce qu'on anticipe. Alors là, avant les vacances, il reste un tout petit peu de temps, mais ce serait bien d'avoir finalisé les PCA, les plans de continuation d'activité avant les vacances de Noël, pour pouvoir les mettre en place à la rentrée. Juste un petit mot introductif sur l'action du MEDEF. Aujourd'hui, il y a très peu de mesures d'aménagement au droit du travail qui sont prévues. Il n'y a pas de nouveau décret sur l'activité partielle. Il n'y a pas de possibilité de mobiliser les jours de repos. Je vais voir avec Jean-Marc pour qu'on puisse faire Jean-Marc du lobbying auprès du national pour faire bouger un peu les lignes, parce que pour éviter qu'on soit démunis à la rentrée. On a eu des dispositifs qu'on connaît, qui ont été mobilisés pendant la crise sanitaire. On aimerait avoir un petit peu aussi, nous, de souplesse, nous, les entreprises, pour pouvoir faire face à ces événements imprévus. Un petit mot d'introduction, Jean-Marc, avant qu'on commence? Oui. Bon, déjà, merci à tous les deux de venir. On n'a pas prendre les deux avocats. C'était vachement sympa parce que j'ai demandé ce que c'était qu'un bâtonnier. J'ai quelques explications. Je vais vous dire, parce que vous savez ce que c'est qu'un bâtonnier. C'est quelqu'un qui donne des coups de bâton. C'est vraiment ça, en fait. C'est le représentant des avocats sur son barreau. Donc, il y a 500 avocats, un peu plus de 500 avocats sur le barreau de Rouen. C'est Eric qui est le représentant. On est très fiers de t'accueillir et de vous accueillir tous les deux ce matin, de continuer d'animer ces matinales sur le droit social. Et donc, on est dans cette perspective de. Alors, vous avez peut-être vu hier qu'on avait franchi la barre de 200 adhérents. Donc, on est aussi très fiers de continuer sur cette perspective. Donc, l'objectif 2023, c'est de poursuivre, d'accélérer, de continuer à faire des matinales sur des sujets qui vous animent, sur l'énergie, sur le social, sur tous ces éléments-là. Donc, je suis très fier de vous accueillir et puis on continue. Merci Jean-Marc. C'était un petit peu spécial. Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de droit d'image, vous êtes de dos, mais on va filmer la séance parce qu'il y a beaucoup de gens qui auraient aimé être présents et qui ne pouvaient pas l'être. Évidemment, on diffusera la présentation et évidemment, le MEDEF France sera à votre disposition si vous avez des questions pour faire face à cette situation exceptionnelle. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, il ne faut pas paniquer. Certes, il ne faut pas paniquer, mais il faut préparer les choses pour ne pas être démunis à la rentrée, puisqu'on va toutes et tous être concernés. Donc, juste un mot, parce qu'effectivement, le mot délestage, c'est le mot politiquement correct, mais soyons clairs, on parle de coupure. Le délestage, ce sont des coupures d'électricité. Aujourd'hui, vous pouvez l'entendre dans les médias, ça ne constitue pas une certitude, mais au regard évidemment des conséquences d'un tel recours de coupure d'électricité, il est vivement conseillé de prévoir cette éventualité, ses impacts en droit du travail et gestion des ressources humaines. Vous le savez, vos entreprises sont tenues à une obligation de sécurité globale, à la fois sur la santé et la sécurité de vos salariés, sur vos installations, sur vos tiers, pèse sur vous une grande responsabilité en tant que dirigeant d'entreprise. Et donc, il est fondamental d'anticiper, parce que si vous ne l'avez pas fait et s'il y a des conséquences dommageables, évidemment, votre responsabilité pourra être mise en cause. Alors, je ne veux pas effrayer les DRH qui sont dans la salle, mais c'est aussi l'une de vos obligations contractuelles. En tant que DRH, vous avez une obligation d'attirer l'attention de l'entreprise sur cette nécessité et de mettre en place les mesures qui s'imposent. Eric, surtout. Non, je ne sais pas. Alors, je refais un petit point parce qu'on entend beaucoup de choses dans les médias et je voulais vraiment refaire un point et sur les textes aussi qui s'appliquent. Alors, les risques. Vous connaissez maintenant, vous l'avez entendu, la conjonction de facteurs pour produire de l'électricité qui pèse sur notre marché. Donc, les tensions sur le marché de l'énergie. La transition écologique, je pense que là, on a toutes et tous bien compris le problème des centrales nucléaires, parce que toute la journée, on en entend parler. Le retard des énergies renouvelables. Il y a un retard par rapport à ce qui était prévu, mais il y a aussi des conditions météorologiques qui n'ont pas été anticipées. On a eu la chance d'avoir une soirée dédiée justement à la crise de l'énergie avec des représentants de GRDF et d'Engie, et on sait qu'il n'y a pas de taux d'ensoleillement pour espérer, il n'y a pas forcément le vent pour faire tourner nos éoliennes. Et un déficit de production d'électricité d'origine nucléaire
Moi, il y a quelque chose qui me choque beaucoup, c'est que je n'ai jamais entendu, là, depuis que j'écoute les médias comme vous, BFM, CNews, RTL, RMC, parler de la grève qu'il y a eu dans les centrales. Parce qu'il y a quand même eu une grève importante dans les centrales nucléaires en septembre, et pour connaître des gens qui travaillent dans ces centrales, l'impact sur la production est énorme. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu ces grèves, on n'en serait pas là non plus. Mais il n'y a aucun média qui nous parle. Il y a eu une grève très, très importante dans les centrales, notamment locales, et qui ont réduit de façon substantielle la production d'électricité. Et donc, je ne dévoilerai pas les concessions qui ont été faites de la part d'employeurs qui reprennent le travail, mais heureusement qu'on n'en parle pas, parce que sinon, Voyena sera encore plus difficile dans les entreprises. Voilà. Juste un point sur ce que tu viens de dire, c'est très bien décrit tout ceci. J'ai écouté hier sur BFM une émission, je crois, spéciale qui était dédiée à ce thème. Il y avait une personne, j'avais oublié le nom, qui a parlé, un responsable d'EDF, je crois, qui disait que non seulement c'est l'hiver 2022-2023, mais c'est surtout après l'hiver prochain et l'hiver suivant. Là, ce n'est qu'une rampe de lancement. C'est à peu près le terme qu'employait cette personne hier sur BFM. Il n'y a pas plus, j'ai entendu notre média également. Donc, voilà, donc on se retrouvera certainement les prochaines pour faire le bilan et voir un peu ce qu'on peut faire. Donc, c'est un problème très important et serré. On intervient, vous permettez 2 secondes sur ce sujet-là. Il faut juste comprendre que on a trois facteurs qui vont conditionner le passage de l'hiver. Je parle de celui-là. C'est la consommation énergétique des ménages français, toute la consommation des ménages, enfin, tous les éléments de sobriété qui seront en œuvre par les ménages, ce sera de l'énergie disponible pour les entreprises. Ça, c'est quelque chose qu'on aurait dû marteler et qui n'a certainement pas été suffisamment. On est dépendant, c'est ce qu'a dit Sarah, de la météo qui va conditionner en fait la consommation d'énergie. Je rappelle un élément, 1 degré en moins, c'est 2 réacteurs nucléaires en plus. Voilà. Et puis le 3e élément, c'est la capacité de nos échanges avec les pays européens, puisque aujourd'hui on échange de l'électricité, du gaz, d'autres types d'énergie. Et donc la fluidité qu'on va pouvoir avoir les uns avec les autres va aussi être un élément déterminant pour la suite. Donc ces 3 éléments-là vont faire que soit on s'en va vers des ruptures et des délestages, soit on arrive à passer l'hiver. Donc on est dans une forme d'imprévisibilité. En fait, personne ne sait si les éléments de météo, de fluidité, tous ces éléments-là vont avoir un impact. C'est la raison pour laquelle on a communiqué, nous, pas sur ce sujet-là. Mais l'objectif, on ne sait pas. On ne sait pas, mais par principe de précaution, il y a une obligation d'anticiper sur la gestion de vos ressources humaines. Voilà. Exactement, il faut l'avoir prévu dans votre plan. Les risques. Alors, effectivement, j'ai différents points pour entraîner un risque sur la production d'électricité en France, qui va toucher les entreprises. D'abord, j'insiste parce que sur la présentation qui nous a été faite, les entreprises vont être visées les premières, puisque c'est les plus grosses consommatrices d'électricité qui vont être visées les premières, avec une diminution de la puissance, puis une coupure. On va couper d'abord les entreprises avant de couper les ménages. Et c'est important ce qu'a dit Jean-Marc, c'est-à-dire que si les ménages font des efforts, il y aura de l'énergie disponible pour les entreprises, mais s'il n'y a plus d'énergie, on coupe d'abord les entreprises et ensuite les ménages. Donc, il y a eu une alerte le 18 novembre 2002. Il faut savoir que les entreprises comme Orange sont déjà en cellule de crise. Ma sœur travaille à la com chez Orange, donc je l'ai vu hier pour faire un petit point. Ils font déjà des essais du côté de Caen et en Mayenne. Ils ont vu toutes les difficultés que ça a causé, en Mayenne notamment chez les agriculteurs. Parce que quand ils coupent l'électricité le matin, ils ne peuvent pas traire les vaches. Et si on a loupé l'heure après, enfin, voilà, ça cause des conséquences qu'ils n'ont pas anticipées. Et donc, ils commencent à faire des essais. Là, en ce moment. Donc, il faut vraiment s'y préparer. Effectivement, c'est imprévisible, mais on sent que ça approche quand même. Le délestage, alors, je vous l'ai dit, c'est une coupure. Lorsque la situation électrique est très tendue, donc cette situation est dépendante de la situation météo, l'électricité est coupée de façon ponctuelle dans le but de conserver l'intégrité du système et éviter un problème de plus grande envergure. Donc, dans un secteur donné, l'alimentation électrique d'une partie des consommateurs est coupée pour 2 heures maximum. Ça, c'est ce qu'on entend dans la presse. Alors, ce matin, j'ai entendu, alors, je ne sais pas si c'est le gouvernement, je ne peux pas affirmer, je ne me souviens plus, que normalement, en fonction de la météorologie,
la météo, il ne devrait pas y avoir de coupure en décembre, mais voilà ce qui a été dit aujourd'hui, mais ça se trouve demain, c'est autre chose. La météo sur un mois et demi. On aura un point plus précis. C'est ça. Lundi, on aura un point plus précis pour savoir si on en est en décembre. La météo peut évoluer. Hein. Voilà. Donc, ça peut concerner l'ensemble du territoire métropolitain hors Corse, parce qu'ils ont un réseau autonome. On sait déjà que Paris va être épargné et la petite couronne également. Alors, comment ça fonctionne? Moi, je ne suis absolument pas une spécialiste de l'électricité, mais j'ai assisté à la formation et ma soeur m'a refait un petit point hier. En fait, comme s'il y a des chaînes qui alimentent l'électricité, ça passe. Et ceux qui sont en bout de chaîne vont être coupés les premiers. Ça, c'est évident. Mais si en bout de chaîne, il y a, on va voir tout à l'heure, des secteurs sensibles, vous êtes assuré que sur toute la chaîne, il n'y aura pas de coupure. Localement, ce qui est annoncé, encore une fois, c'est des annonces, ce n'est pas figé, c'est que le centre-ville de Rouen serait plutôt préservé parce qu'il y a des faisceaux qui alimentent la prison, etc. Et donc là, c'est des secteurs sensibles, l'hôpital, voilà. Mais que plus on s'éloigne de Rouen, plus il y a des risques de coupures. Il va y avoir des coupures, contrairement à ce qui se passe, de façon très inégale sur le territoire. C'est-à-dire qu'il y a des territoires qui vont être très touchés et d'autres qui vont être préservés. Ça, faut l'avoir en tête aussi. Il semblerait, j'espère que vous n'êtes pas concerné, que le Pays de Caux va être particulièrement concerné par les coupures. Les coupures, elles ne vont pas toucher toutes les zones tout le temps. Ils annoncent des coupures de 2 heures, mais comme ils n'ont jamais essayé, on ne sait pas. C'est ce qui est annoncé et ce qui est prévu, des coupures de 2 heures de façon alternative. Mais comme je vous l'ai dit, il y a des secteurs qui seront plus touchés que d'autres. On appelle ça délaissage tournant, parce qu'on ne va pas toucher tous les territoires en même temps, de façon tournante. L'objectif, c'est d'éviter une perte de contrôle du système électrique. Les coupures peuvent toucher tous les abonnés, quel que soit le contrat d'électricité. Il n'y a personne d'épargné. Elles ne concernent pas les très gros consommateurs d'électricité qui sont raccordés directement au réseau de transport RTE. C'est ce que nous a été expliqué aussi à la soirée. Mais il y a très peu de consommateurs qui sont concernés. À mon avis, dans la salle, personne n'est concerné. Qui n'est pas concerné? Alors, les coupures ne concernent pas les sites qui ont été définis comme prioritaires. Les hôpitaux, il y a les services d'urgence, commissariat, brigade de gendarmerie, le service d'incendie et de secours, donc les 10, les prisons, je vous l'ai dit, certaines infrastructures de transport, mais pas toutes. Donc, les trains vont être touchés, les trams, les métros. Les sites industriels à risque, représentant un intérêt pour la défense nationale, ou sites indispensables à la gestion, donc centre de crise EDF par exemple, centre de crise Orange, ne va pas être touché. Mais vos entreprises sont toutes concernées, à ma connaissance. La liste, elle est dressée par le préfet de chaque département. Donc, elle est déjà dressée et je ne vous dis pas le lobbying qu'il y a eu. Parce qu'évidemment, chaque entreprise voulait être sur la liste, chaque secteur d'activité. Il y a aussi du lobbying par secteur d'activité. Il y a des secteurs qui font du lobbying pour être classés comme prioritaires. Là, aujourd'hui, il y a un très, très grand lobbying des agriculteurs, évidemment, qui essaient à tout prix de pouvoir conserver une priorité. Mais donc, j'espère que le MEDEF va avoir aussi une action globale parce qu'aujourd'hui, on assiste vraiment, chacun défend son secteur, chacun défend son entreprise pour pouvoir être épargné. C'est une constante en matière de crise, quel que soit le domaine, chacun pour soi. Donc il faut essayer, la raison, Sarah, de recentrer, d'avoir des objectifs communs. Normalement, les normes qui ont été fixées sont encore prévisionnelles. La liste des usagers prioritaires ne doit pas représenter plus de 38% de la consommation d'électricité du département. Donc, ils ont cette limite-là, parce qu'évidemment, en fonction du lobbying par département, il y a peut-être des préfets qui seraient plus généreux que d'autres, mais le gouvernement a fixé cette limite-là, pas plus de 38%. Voilà. Sauf, il y a toujours des exceptions dans les décrets du gouvernement, pour les territoires qui présentent une concentration d'infrastructures prioritaires qui soutiennent l'ensemble du pays, typiquement Paris. Comme il y a les ministères, etc., ça va être plus de 38% de la consommation, parce que quasiment tout Paris va être épargné. Voilà, je vais marquer Paris, ça plus pour un, voilà. Là, on a eu la circulaire le 1er décembre pour engager la préparation des acteurs à d'éventuelles coupures. Donc, normalement, il y a des actions de communication qui vont être mises en place tout au long du mois de décembre.
Les préfets doivent se mettre en lien avec les élus locaux pour garantir la sécurité des personnes et des biens pendant ces éventuelles coupures. Typiquement, ce sont les feux de la circulation. Parce que quand il y a l'électricité, il n'y a plus de feux de circulation. Je rappelle quand même, quand il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'Internet. Donc, il n'y a plus de téléphone. Y compris portable. Oui, tout à fait. Les antennes en relais. Voilà, c'est ce que Orange prépare sa communication. Il n'y a plus de téléphone portable. Il y aura juste un numéro de secours, on va le voir, qui peut être appelé. Donc, on achète ces bougies. Et on le fait maintenant. C'est pas une blague. Oui, c'est vrai. Acheter Acheter des bougies ou des éclairages autonomes. Déjà, dans les magasins de camping, hein, on C'est le ça, voit, oui. c'est délamisé pour les réchauds, pour les lampes frontales, pour voilà. Noël 2020. Donc, est-ce qu'on conseille du MEDEF à acheter beaucoup de bougies? Et ça inquiète beaucoup hier, ces questions que j'ai regardées hier, les gens, les questions qui étaient posées par des spectateurs, les gens sur la sécurité sont des questions pas possibles. Hein. Et tout le monde a peur. Alors, l'ascenseur, il y en a qui ont posé une question, il y en a qui a posé une question pour savoir s'il allait bloquer sur le télésiège au mois de février, s'ils avaient entre le moment où il part. C'est quand même une préoccupation majeure. En cas de délestage et de coupure, c'est pour ça. Mais tu vois, non, ce que je veux dire, c'est que voilà, les gens se posent des questions légitimes, hein, des questions sur l'ascenseur, les feux, etc. Alors, il y a encore des ajustements qui vont tomber, mais il se peut qu'il y ait une autorisation d'interdiction de déplacement. C'est-à-dire que pendant la coupure de 2 heures, ils ont préconisé que pendant la coupure de 2 heures, si on est prévenu la veille, on limite au maximum ces déplacements. Si tu passes à la caisse au supermarché, ça coupe pas. Alors, les coupures. Alors, il y a un débat, il y a beaucoup de gens qui contestent, mais moi, je vous donne les faits, hein, c'est comme ça. Les coupures, elles auront lieu le matin entre 8h et 13h et le soir entre 18h et 20h. De consommation. Alors, vous voyez que le texte est fait de cette façon, il y a marqué que le délestage n'est pas permis le week-end, sauf exception, je ne vous ai pas mis toutes les exceptions. Très rarement le soir après 20h, mais très rarement, ça veut dire que c'est possible aussi, après 20h. Voilà. Et il y a marqué toujours sauf dans une situation exceptionnelle. Ça veut dire qu'on n'est pas à l'abri, qu'il y a des coupures aussi le week-end et la nuit. Et hier, un restaurateur disait à Paris qu'il fallait réserver plutôt son dîner après 20h, plutôt vers 21h, comme ça, certains peuvent. Alors, l'information, elle est faite en 3 temps. 3 jours, encore une fois, ça c'est ce qui est marqué dans le texte. Mais on n'a jamais essayé, donc on va voir ce que ça donne. C'est pour ça que là, à partir d'hier, ils ont fait des essais pour voir comment ça se passe. 3 jours avant la coupure, RTE envoie un signal EcoWatt orange ou rouge via l'application dédiée. C'est pour ça que alors, ça s'appelle EcoWatt, ECOWAT. Parce que vous voyez, parce que moi, je suis un peu doué pour donc, 3 jours avant, signal orange ou rouge pour inciter à réduire la consommation. Par exemple, là, j'ai jeudi tout vert, vendredi, samedi, c'est vert toujours, mais un peu plus pâle, mais c'est vert. Dimanche, rien. Si la réduction est suffisante, dans ce cas-là, l'alerte va être levée. Si la réduction est insuffisante, l'alerte est confirmée le lendemain. 3 jours avant, première alerte. 2 jours avant, alerte confirmée par un deuxième signal qui est rouge et qui indique les zones potentiellement concernées par les délestages sur l'application. Pour dire mes parents qui n'ont pas de smartphone et qui sont en bord de mer vont être les premiers concernés par les coupures et ils n'ont pas l'application. Voilà. C'est rouge sur les bougies. Voilà, mais c'est compliqué parce qu'il n'y a que l'application, il n'y a pas d'autres. La veille de la coupure, donc à J-1 à 17h, les habitants des zones pourront renseigner leur adresse sur le site de l'application pour savoir s'ils sont directement visés par la coupure le lendemain. Alors, il y en a qui ont dit que c'est du bricolage parce que ça va saturer de mettre l'adresse. Ils ont essayé de faire un système. C'est celui-ci, aujourd'hui, on vous le présente. Nous espérons toutes et tous que ça va bien fonctionner. Vous rentrez votre adresse pour savoir si vous êtes concerné par le faisceau qui va être coupé. Donc, en fait, il ne coupe pas les compteurs Linky. Ce qui m'a été expliqué, c'est que le compteur Linky, si vous êtes concerné par la coupure, le compteur Linky enverra un signal, lui, pour dire qu'il ne veut plus recevoir d'électricité. Et c'est pour ça qu'il ne sera plus alimenté.
Alors, je n'ai pas la réponse, mais à titre personnel, j'en ai que si vous n'avez pas de compteur Linky, ça doit être plus compliqué de faire des coupures d'électricité. Voilà. Non, il n'y a peut-être pas de Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on pourra se déplacer pendant ces coupures entre 8h et 13h, 18h, 20h? La situation pourra varier par quartier ou d'une ville à l'autre. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'anticiper l'impact de ces coupures sur l'éclairage public, sur les feux de signalisation. On n'est pas capable de le faire. Donc, les préfets des zones, c'est ce que je vous disais, pourraient demander aux Français de limiter au maximum leur déplacement en voiture pendant les coupures. On va peut-être avoir le retour de l'attestation. Limité dans le temps. Il y en a aussi qui s'interrogent sur je pose des questions ou une question sur avec la coupure sur l'éclairage public, une recrudescence éventuelle de la délinquance ou de l'agression. Parce que les systèmes de sécurité qui sont en général alimentés par l'électricité ne fonctionnent pas forcément, les alarmes non plus. Même chose pour les transports. S'il y a des coupures qui sont prévues, peut-être que le préfet va interdire, donc il n'y aura pas de train, pas de métro, pour éviter qu'il y ait des métros qui s'arrêtent pendant la. Voilà. Donc, ce qu'a dit le gouvernement, c'est qu'on prendra aucun risque. Voilà. Et on sera prévenu au moins la veille à 17h, donc pour annuler tous nos déplacements, etc. Les impacts sur les systèmes de communication, on l'a vu, sans électricité, pas de téléphone, pas d'internet. Voilà. Le seul numéro d'urgence, ça sera le 112. Il fonctionnera. Oui. Il n'y a que le 112. 15, 17, 18, c'est ça, je crois, ça ne fonctionnera pas. Rien ne fonctionnera. Les écoles. Là, l'impact en droit du travail, on va le voir tout à l'heure. Les écoles, évidemment, sont concernées, elles aussi. Alors, il y a toute la difficulté de est-ce que ça sera fermé la journée ou la demi-journée en cas de coupure? Parce que ce qui était prévu initialement, c'est que si une école est concernée, la veille à 17h, ils annonceraient la fermeture d'une demi-journée. Mais là, il y a un lobbying des syndicats qui disent qu'une demi-journée, ce n'est pas possible parce qu'il y a le problème de la cantine. Transport scolaire aussi, effectivement, dans certaines zones. Et donc, il serait plus probable que ce soit une fermeture par journée complète. Ce qui va effectivement impacter vos entreprises. Parce que quand vos salariés vont vous dire la veille à 18h, je n'ai pas d'école pour mon enfant, le lendemain, je n'ai pas de moyen de garde, ils ne pourront pas bien travailler. On verra dans la deuxième partie comment faire ça. Mais ça, la fermeture des écoles, c'est un gros problème. Pendant la crise sanitaire, c'est pour ça qu'il y avait, vous vous rappelez, la disposition d'activité partielle spécifique pour la garde d'enfants. Et donc là, nous, les spécialistes, c'est pour ça qu'on demande à ce qu'au moins la DGT, la Direction Générale du Travail, réfléchissent à un dispositif, parce que si on est confronté à ça, est-ce qu'on pourra faire jouer l'activité partielle, etc. Aujourd'hui, ce n'est pas possible pour garde d'enfants, par exemple. Bon, on y reviendra tout à l'heure. Les entreprises, est-ce qu'elles sont concernées? La réponse est oui. Alors, je suis désolée. Tout consommateur d'électricité sur le territoire français peut être touché par le délestage, que vous soyez une entreprise privée, publique ou les particuliers. Donc, il n'y a que les consommateurs sensibles, on l'a vu tout à l'heure. Si jamais vous estimez que vous pourriez être inscrit sur la liste, je vous donne quand même l'information, vous pouvez faire une demande auprès de l'ADREAL ou auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. L'ADREAL, c'est votre société en Île-de-France. Mais j'ai peu d'espoir sur le fait que votre demande aboutisse. Voilà. Il y en a beaucoup qui l'ont déjà fait. Alors, les dispositions applicables, quand on a préparé la formation avec Eric, on s'est aperçu qu'en fait, c'est assez ancien, les dispositions qui sont mobilisées aujourd'hui. C'est comme pour, pendant le Covid, le télétravail, il était dans le Code du travail, mais personne ne s'en était jamais servi. Voilà, c'est pareil, c'est l'arrêté du 5 juillet 1990, c'est pas trop récent, qui fixait les consignes générales de délestage sur les réseaux électriques, qui autorisait les coupures pendant la période hivernale. Donc, ça, c'était ce qui est fixé par le décret. Il y a pour l'hiver 2022-2023 une cellule interministérielle de crise qui est dédiée et activée pour anticiper la mise éventuelle du plan national de délestage. Et il y a un certain nombre de décrets qui ont été publiés, ce que GRDF nous a confirmé depuis, et sur lesquels je me suis appuyée pour préparer les textes que je vous ai présentés avant. Il y a bien des dispositions légales. Ce n'est pas juste des recommandations. Les délestages tournants sont prévus au Code de l'énergie. Voilà. Donc, tout est prévu. Et c'est ancien, ça. Là, on a fait des décrets d'aménagement et tout ça. Ça date déjà depuis une version de 2015.
Les impacts sur votre entreprise. Il faut avoir conscience que vos serveurs informatiques, vos cubes, vos frigos, vos machines, tous les outils vont être difficilement arrêtables en cas de coupure s'ils sont en fonctionnement. Certains arrêts de machines entraîneraient des conséquences sur votre activité que vous ne pourrez pas mesurer. Donc, il est important, et c'est pour ça qu'on se voit, de prévoir en amont les potentiels impacts de ces coupures, qui évidemment varient d'une entreprise à l'autre, d'un secteur d'activité à l'autre. Alors, quels impacts pour vos entreprises? L'impact opérationnel. Vous pouvez rencontrer des problèmes logistiques qui vont entraîner des retards de production ou de livraison. Ces problématiques peuvent, à votre tour, engager votre responsabilité auprès de vos clients. Et donc, il faut ou bien engager celle de vos prestataires. Il y a aussi des problèmes de responsabilité. Il va encore y avoir des problèmes d'assurance, comme pendant la crise sanitaire. Les assureurs pendant du travail. Il y a aussi des conditions générales, certainement pour livraison, etc. Est-ce que dans vos conditions générales, il est prévu ce type de situation? Je ne sais pas. Ou est-ce que ça peut être assimilé à… Alors, ce ne sera pas de la force majeure. Mais non, parce que ce non, sera non, pas- c'est sûr. Alors, C'est justement, pas ce n'est pas de la force majeure, parce que ce n'est pas imprévisible. C'est extérieur, c'est irrésistible, mais ce n'est pas imprévisible puisqu'on sera prévenu. Même si on est prévenu peu de temps avant. Et donc, moi, je vous invite, alors ce n'est pas vous, côté RH, qui allez le faire, mais à tirer la sonnette d'alarme à votre service contrat, votre service achat, pour vérifier les clauses de vos contrats, pour savoir si ça peut être anticipé, s'il y a des clauses particulières en ce sens. Et c'est des assurances dans la salle, mais je pense que c'est des assurances, mais c'est vrai qu'il faut aussi également vérifier ces contrats d'assurance. Je suis certain que ça charge, je ne sais pas du tout. Mais ça, c'est un point de vigilance. En tout cas. Les conséquences, à mon avis, pour les assurances, on a une mieux rempli la commission de la LR. Ah oui. Tu as raison. La commission d'assurance, est-ce que c'est un LR ou pas? Et il y a des exclusions. Et après, il y aura des discussions, ou après, il y aura des discussions. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez contribué à la assurances que j'ai dû Donc, point de vigilance, vérifier, vous faites vérifier vos clauses. Et l'impact financier, puisque pour certaines entreprises, évidemment, les coûts d'arrêt, redémarrage des outils de production vont avoir un fort impact sur l'énergie et sur les coûts de production. Et c'est ça aussi qui est aujourd'hui plaidé par certains industriels qui demandent à être sur les listes prioritaires, c'est que ça va utiliser plus d'énergie d'arrêter et de redémarrer que de laisser fonctionner. Et pour l'instant, cet argument-là, il n'a pas été entendu. Évidemment, des pertes de production, c'est pour ça que les restaurateurs montent au créneau, il y a aussi des bouchers, il y a aussi des artisans qui commencent à… La restauration collective. Il y a des risques évidents de cession d'activité si la structure est déjà fragilisée. Voilà, certaines TPE qui sont déjà fragilisées, qui doivent commencer à rembourser le PGE, qui ont des charges importantes, qui ont des coûts d'énergie qui augmentent, elles ne passeront pas à cette crise supplémentaire. Hier, mais quand on écoute dans les médias, par exemple que ce soit des mensonges, des personnes qui s'expriment, parfois on dit que par 3, par 4, certains par 6, les coûts. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que oui. Confirmé par de nombreux chefs d'entreprise, dans l'industrie notamment, quand vous stoppez la production et que ce n'est pas prévu, dans certains cas, le redémarrage de la ligne de production, ce n'est pas instantané. Si vous êtes dans l'industrie pharmaceutique, par exemple, c'est pratiquement 10 jours pour remettre la ligne de production en mouvement. Oui. Je peux vous dire que, Sarah va en parler tout à l'heure, mais l'impact social, c'est énorme. Et ces entreprises-là, elles vont réfléchir à délocaliser. Ça, c'est le deuxième effet. On connaît bien l'industrie pharmaceutique avec Sarah. Et c'est vrai que oui, effectivement, ça peut, les montants sont quand même considérables. Ça peut être 1 million d'euros par jour. Il y a par exemple l'industrie aussi agroalimentaire. Aussi, oui. Pour des raisons de normes d'hygiène et de sécurité. C'est-à-dire qu'on doit refaire les inspections avant de redémarrer. Et c'est pour ça qu'il y en a déjà certains qui ont arrêté. Vous avez entendu hier soir, qui ont arrêté la production. Parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de devoir arrêter.
Nous, on a par exemple des verreries aussi, quand on arrête des choses. Enfin, donc, il y a voilà, les impacts pour certaines industries de notre territoire vont être très importantes. Et c'est pour ça qu'on y arrive, enfin. Mais il fallait faire cette introduction pour en arriver aux impacts en matière de gestion des ressources humaines. Évidemment, le délestage c'est pas un peu, va entraîner des conséquences quant à l'organisation du travail dans votre structure. Alors, il y a déjà eu la phase 1. Normalement, puisque là, vous êtes tous ici, c'est que vous avez tous déjà informé et consulté votre CSE sur les mesures de sobriété énergétique. Vous avez tous fait ça. C'est-à-dire que vous avez, depuis quelques mois, mis en œuvre des mesures pour réduire votre consommation. Vous avez nommé un référent sobriété énergétique. Vous avez informé et consulté votre CSE sur les mesures que vous avez mises en place. Ça, vous êtes de bons élèves parce qu'on s'est déjà vu et vous l'avez fait. Là, maintenant, il y a l'étape 2. L'étape 2, c'est j'ai mis en place des mesures sur la sobriété. L'étape 2, j'anticipe les mesures sur l'organisation du travail en cas de délestage. Donc, il faut le faire maintenant. Voilà, vous êtes venus ce matin, j'espère vraiment que dans vos entreprises, ça va être fait. Donc, évidemment, il faut mettre en place le plan de continuité d'activité en cas de délestage, soumis au CSE pour consultation. On va revenir sur le PCA après. Le PCA, c'est un plan de continuation de l'activité. C'est un outil stratégique pour vous permettre de maintenir vos activités essentielles, puis organiser la reprise de l'activité une fois la crise terminée. Normalement, toutes vos entreprises ont un PCA depuis la crise sanitaire. Normalement, il est au top. Mais depuis quelques mois, on l'a rangé dans un tiroir. Et donc, il faut ressortir son PCA et mettre dedans les mesures que vous prendriez, le cas échéant, en cas de délestage. Alors, qu'est-ce que doit contenir le PCA? Tout le monde a un PCA ou pas? Intervenir, oui, entre nous, on peut échanger. Hein. Mais entre nous. Non, non. Ici, hein. Non, vous n'avez pas. Bon, alors là, c'est l'occasion. Et ceux qui ont. Vous avez 24 heures pour l'avoir. On arrive toujours à reformuler dans le sens positif. Et vous voyez, enfin, j'ai la chance parce que le MEDEF m'a confié un mandat à l'Observatoire du dialogue social. Donc, on est en lien étroit avec la directe et on discute avec toutes les OS. Et comme les grandes entreprises, on parle avec Eric, par exemple, eux, ils sont au top du PCA, ils ont déjà terminé le PCA sur les délestages, il y a l'exemplarité, et donc les inspecteurs du travail, ils ne vont pas faire la différence entre votre TPE et la caisse d'épargne. Et donc, s'il y a un souci, parce que vous ne respectez pas la législation du travail, on va regarder si vous avez fait votre PCA, même si vous n'avez qu'un seul salarié. Donc là, vraiment, sortez d'ici et mettez-vous au travail pour le PCA s'il n'est pas prêt, ou alors mettez-le à jour. Dedans, on doit retrouver la définition précise du contexte et des obligations de l'entreprise, ainsi que les objectifs du PCA. Pourquoi je fais un plan de continuité de l'activité? Pourquoi je le fais? Une évaluation des risques retenus comme les plus graves pour la continuité de l'activité. En cas de coupure d'électricité, quels sont les risques? Là, vous listez tous les risques possibles. Quelle est votre stratégie? S'il y a coupure d'électricité, comment vous réagissez? Est-ce qu'il y a des services qui sont maintenus? S'il y a une coupure le matin, est-ce que je maintiens quand même l'activité pour la journée? Est-ce que je maintiens certains services ou pas? Les durées d'interruption maximale, inadmissibles ou admissibles, les ressources et procédures, le rôle des différents responsables, les procédures et les moyens. Chacun doit savoir comment réagir. Ça implique, on y reviendra tout à l'heure, la formation de vos salariés, qui sont inquiets aujourd'hui. Ils sont inquiets parce qu'ils entendent dans les médias ce qui va se passer et ils ont besoin d'être rassurés sur savoir comment votre entreprise, vous l'employeur, vous allez réagir. Vous savez, on fait peser sur l'employeur beaucoup aujourd'hui d'obligations. On demande à l'employeur finalement de faire le job pour savoir comment ça va se passer et informer ses salariés. Et le dispositif de maintenance opérationnelle du plan, vous avez des solutions. Donc ça, vous le retrouverez dans la présentation pour construire votre PCA si ce n'est pas déjà fait. Je suppose qu'il y a des travaux de PCA, je ne sais pas si on en a au MEDEF. Je pose la question là. Je sais pas. On va regarder ça, effectivement. Je me posais cette question-là et peut-être, c'est sûr que je pense qu'on va en trouver une dans le réseau du MEDEF. Ah oui, c'est ça. Et puis on va vous la transmettre. Ouais. Bon, au moins que vous ayez une base. Oui, c'est vrai que oui, à partir d'une coquille blanche.
En cas de contrôle de l'inspection du travail, je vais vous demander comment l'élaborer. Donc, évidemment, vous devez définir le contexte et les objectifs, on a vu, les besoins de continuité, les risques prioritaires, établir plusieurs scénarios. Voilà. S'il y a coupure le matin, le soir, si vous êtes concerné, pas concerné. Si l'entreprise est concernée, si l'entreprise n'est pas concernée, mais si les salariés sont concernés à leur domicile et qu'ils n'ont pas de moyens de garde de leurs enfants, comment vous réagissez? Vous voyez différentes hypothèses à prendre en considération. Et évidemment, la communication. Alors, dans votre PCA, une fois que vous avez fait tout ça, vous aviez un... Non, je vais pas bien. J'aime bien. Pour faire face au délestage, nous, on vous a listé trois premières pistes. 3 premières pistes qui ne sont que des pistes. Le télétravail, chômage partiel, activité partielle et modification des horaires et du rythme de travail. Le télétravail, on l'a connu sous sa forme exceptionnelle pendant la crise sanitaire. On le connaît aujourd'hui sous sa forme un peu plus régulière, parce que dans beaucoup d'entreprises, il y a eu des accords télétravail ou des notes unilatérales. Vous êtes toutes et tous couverts là par un accord ou une note? On peut changer. Il y en a qui n'en ont pas encore. Non, tout le monde a une note. Est-ce que, alors premier point, ça c'est juste pour, est-ce que vous avez bien prévu dans votre accord ou dans votre note les pics de pollution? Tout le monde? Une obligation légale. De prévoir que le télétravail doit s'appliquer en cas de pic de pollution. Ça, je vous le rappelle, parce qu'en général, beaucoup sont passés à côté. 2, dans votre accord ou votre note, il doit y avoir un point sur le télétravail exceptionnel. Parce que là, on va bien être dans une situation exceptionnelle et ce n'est pas le télétravail tel qu'il est visé dans votre accord ou dans votre note. Parce que je rappelle que le Code du travail prévoit bien qu'en cas de circonstances exceptionnelles, on peut mettre en place le télétravail qui est considéré comme un outil qui permet la continuité d'activité de l'entreprise et protéger les salariés. Mais ça, il faut l'anticiper un peu dans votre PCA. C'est-à-dire, si on fait du télétravail exceptionnel, qui va être concerné? Donc, là, on récapitule les postes télétravaillables en cas de circonstances exceptionnelles. On prévoit que le délai de prévenance est calé sur le délai de prévenance RTE. Donc, vous prévoyez que l'employeur peut prévenir la veille à partir de 20 h, par exemple. Laissez-vous une marge, ce n'est pas 17h02. Jusqu'à 20 h, vous pouvez prévoir d'informer le salarié, mais mettez un cadre. Mettez un cadre pour le télétravail exceptionnel, parce que ça, ce n'est pas prévu dans vos accords. Je dis pas prévu parce que dans 90% des cas, ce n'est pas prévu. Donc là, mettez un cadre. Je préviens au plus tard la veille au soir à 20 h que le salarié peut rester chez lui. Que se passe-t-il si le salarié est lui-même concerné par une coupure? Voilà, non mais tout ça, il faut l'anticiper. Il peut ne pas pouvoir travailler. Voilà. Si le salarié lui-même... En tout cas, avec l'ordinateur, je dis pas. Voilà. Mais s'il est concerné chez lui, il va être coupé, on l'a vu normalement, au maximum 2 heures. Oui, voilà, c'est ça. Que vous, l'entreprise, si vous êtes coupé, ça va sans doute bloquer la journée parce que ça ne pourra pas redémarrer. Donc, tout ça, il faut l'anticiper et le prévoir dans votre note que vous allez soumettre au CSE, évidemment. Parce que vous devez... Oui. Qu'est-ce qui se passe si dans le salarié est prévu en télétravail ce jour-là et qu'à son domicile, il y a la coupure de courant? Du coup, il pourrait éventuellement travailler à l'entreprise, mais pas travailler de chez lui parce que c'est coupure de courant. Enfin, des systèmes. Exactement, c'est pour ça que ça aussi, il faut le prévoir. Il faut prévoir toutes les hypothèses dans votre note. Justement, par rapport à ce délai de prévenance, justement, pour les modifications d'horaire éventuelles. Ça, on va le voir après sur l'organisation du temps de travail. Là, une, c'est télétravail. Si je coupe à l'entreprise, comment je prévois le télétravail chez eux? Si eux sont en télétravail et sont coupés, est-ce qu'on prévoit une clause où ils peuvent réintégrer l'entreprise? Donc, il faut tout ça. On va voir ce qu'on peut pendant 2 heures, ce qui se passe. Voilà, ce qui passe pendant 2 heures. Ce sera des gens qui ont travaillé. Ah oui. Est-ce qu'elles sont reportées après? Voilà. Donc, ça, c'est le télétravail à organiser. Plus, j'insiste parce que ça va tomber. En cas de fermeture des écoles, est-ce qu'on organise aussi le télétravail? Parce que là, si le domicile n'est pas concerné, l'entreprise n'est pas concernée, mais l'école est concernée, donc il y a une difficulté de garde d'enfants, comment j'organise le télétravail? Là, il faut lister tous les cas et mettre en face une proposition de solution au mieux. Voilà.
Tout ce que vous aurez anticipé, c'est ce que vous n'aurez pas à gérer dans l'urgence. Parce qu'il y aura forcément des choses à gérer dans l'urgence. C'est toujours comme ça. Mais plus vous avez évacué de cas, plus vous allez être serein. Vous ne le serez pas, mais vous le serez un peu plus. Voilà. Donc le télétravail, tout ce qui concerne le télétravail, on le met dans le PCA, hein, évidemment. Les circonstances exceptionnelles, ça ne posera pas de soucis. Le recours, vous connaissez tout ça par cœur parce qu'avec la crise Covid, vous l'avez expérimenté. Vous pouvez soit, ça je le rappelle, vous n'êtes pas obligé de fermer toute l'entreprise. C'est soit la totalité, soit une réduction de l'activité de votre entreprise. Ça peut être une activité partielle à temps partiel. Voilà. Donc ça, tout ça aussi, il faut regarder ce qui vous arrange en fonction de potentiellement ce qui pourrait se passer. Les motifs, je vous l'ai dit, on sera dans la dernière case, toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Voilà. Comme ce sera dans l'urgence, on n'aura pas le temps de consulter le CSE en amont, il faudra le consulter en aval. C'est pour ça que je vous recommande d'avoir consulté le CSE en amont sur votre PCA, de façon à les avoir prévenus qu'on pourrait mettre en place le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles liées au délestage. Pas de dispositif prévu comme pendant la période de crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on reste tenu, là, on rentre dans le régime légal. Ce n'est pas du 100% d'activité partielle. On ne sera pas payé 100%. Non, mais j'insiste parce que les salariés, c'est resté quelque part dans leur tête que je suis chez moi. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas bricoler, mais il y a beaucoup de machines à batterie. Hein. Les batteries auront été pleines. Il faudra quand même bricoler pendant les 2 heures. Voilà. Mais sans éclairage. Mais oui, mais sans éclairage. Il y aura la bougie. Il y aura la bougie. La bougie et la frontale. Vous t'as chargé des batteries en amont, comme ça, ils sont on va dire. Un dispositif spécifique prévu pour la garde des enfants dans les écoles sont fermées. Pour l'activité partielle, pour l'instant, il n'y a pas de garde d'enfants. J'ai vu passer que, comme le Covid, il y aurait une permanence pour les salariés dans l'activité essentielle. Alors ça c'est différent. Ah oui, oui. Ça, alors, ça, c'est différent. Moi, je parle de l'allocation, l'indemnité de la garde d'enfants. Quand vous ferez votre demande, parce que si vous êtes touché, vous pouvez bénéficier de l'activité partielle. Mais si le salarié peut venir travailler, parce que l'entreprise n'est pas touchée, mais qui ne vient pas parce qu'il n'a pas de possibilité de garde d'enfants, là, ça n'ouvre pas à allocation d'activité partielle. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc, la question qu'il faut se poser aussi, c'est s'ils sont touchés par cette difficulté, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est un poste qui est télétravaillable, à condition que l'école soit touchée, mais son domicile ne soit pas touché? Pas de dispositif spécifique de prévu pour la garde d'enfants, pas de possibilité non plus, normalement, de déranger aux règles au congé RTT. Et évidemment, vous pouvez prévoir une souplesse s'il y a des délais pour poser les congés, par exemple. Vous pouvez autoriser le salarié, en cas de difficulté garde d'enfants, exceptionnellement, à prévenir la veille pour poser un congé le lendemain. Et vous avez raison, alors pour la garde d'enfants, les publics essentiels, c'est pour la fermeture des écoles. Ils ont annoncé qu'effectivement, a priori, on dirige quand même vers ça. L'école serait fermée la journée entière, mais il y aurait certaines écoles qui resteraient ouvertes uniquement pour garder les enfants dont les parents, les 2 parents, travaillent dans une activité essentielle, sensible. Et donc, on va retourner au système qu'on avait pendant la crise sanitaire. Il faut identifier les publics pour se déclarer comme public prioritaire et déposer ses enfants dans l'école qui restera ouverte. Ça ne sera pas chauffé, évidemment. Les écoles sont beaucoup chauffées. Ce qui a été dit, ma soeur me disait hier aussi, la consigne qui est passée, c'est que ceux qui vont être touchés en premier, c'est pour les équipements de loisirs. Concrètement, il vaut mieux prévoir de partir au ski à Noël qu'en février. Parce que, évidemment, ils vont couper en priorité les piscines, les patinoires, les bowling, tout ce qui concerne beaucoup d'électricité pour les loisirs, toutes les salles de jeu, ce genre de choses. Ça va être tout ce qui est loisirs va être coupé en premier.
va être coupé en premier à condition qu'il soit sur la bonne ligne et tous ceux qui seront sur la ligne du secteur loisir qui va être coupé seront concernés. Parce que je rappelle que on fonctionne par ligne, on ne fonctionne pas tout seul. Voilà. Alors, la question qui intéresse tout le monde, c'est la modification des horaires et des rythmes de travail. Il y a déjà des entreprises, on en a un PDF, qui, dans leur politique de sobriété énergétique, ont modifié leur organisation du temps de travail. Or, modifier l'organisation du temps de travail et des rythmes de travail, c'est aussi une des pistes pour diminuer sa consommation d'électricité. Notamment, il y a des entreprises qui sont passées sur fonctionnement continu alors qu'elles n'étaient pas pour éviter d'arrêter et de remettre en route certaines machines. Ça coûte moins cher de laisser en route que d'arrêter en route. D'autres entreprises sont passées en rythme de nuit, où l'électricité était moins chère. D'autres entreprises sont passées, à contrario, sur 4 jours de travail, pour fermer totalement, notamment dans les sièges. Comme ça, ils ferment soit du vendredi, voilà, ils ferment vendredi, samedi, dimanche, c'est 3 jours de fermeture, 3 jours on stoppe complètement la consommation d'électricité. Voilà. Donc là, déjà dans le cadre de la sobriété énergétique, l'organisation du temps de travail, l'organisation des rythmes de travail, c'est une piste. Maintenant, pour faire face au délestage, c'est également une piste parce que en cas de circonstances exceptionnelles, normalement, vous pouvez unilatéralement modifier les horaires de travail. Je rappelle que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur qui peut les modifier en cas de circonstances exceptionnelles, de façon temporaire. Mais ça, il faut l'avoir prévu dans votre TCA. Il ne faut pas vous dire, demain on coupe, qu'est-ce que je vais faire? Mais ça va aller. Vous ne pouvez pas, en revanche, unilatéralement, tout seul, décider de modifier le rythme de travail. Passer du jour à la nuit, passer de semaine au week-end au contraire, sauf si vous avez un accord collectif qui le prévoit. Dans vos entreprises, vous avez sur ce thème des questions, des interrogations. Non. Oh, c'est bien. Bon, bah, vous allez le faire. Tout est fait, donc c'est important. Si tout est fait, tant mieux. Parce que vraiment, il y a beaucoup de questions qui se posent. Voilà, nous, on a beaucoup de questions de nos clients sur voilà, comment je fais sur le rythme. Et déjà, je vous dis, on a déjà commencé depuis septembre. Voilà, on a passé des salariés sur 4 jours. On va avoir des salariés de toute façon qui vont avoir des pertes, notamment les employeurs. On ne pourra pas décaler les horaires sur la journée ou sur la semaine. Mais en tout cas, moi, l'objectif de la formation de ce matin, c'est que vous l'ayez en tête, que vous réfléchissez et que même si vous avez un salarié ou 2 salariés, vous écriviez un petit début de quelque chose pour que si ça nous arrive, vous ne soyez pas démunis et surtout rassurez vos salariés. Montrez à vos salariés que vous avez réfléchi à la question. Dans le cas du salarié qui ne pourrait pas travailler parce que fermeture école, on est en tête, il travaille chez un employeur de la semaine, impossible de redécaler. On peut imposer des congés. Alors, la question des congés, pour l'instant, il n'y a pas de dérogation. C'est-à-dire que vous, employeur, vous ne pouvez pas imposer des congés sans respecter des délais de prévenance. Effectivement, le Code du travail dit sauf circonstances exceptionnelles. Mais quand on voit pendant le Covid le nombre de référés qu'on a eu sur la question des congés, où les syndicats contestaient, si vous voulez imposer des congés sans respecter le délai, mettez-le dans votre PCA. Consultez le CSE, il sera informé. Donc les règles du jeu seront connues. Mais il ne faut pas que ça tombe du jour au lendemain. Effectivement, on peut modifier la date des congés prévus en cas de circonstances exceptionnelles sans respecter le délai d'un mois. Ça, c'est prévu par le Code. C'est quoi une circonstance exceptionnelle? Il faut dire que le délestage est une circonstance exceptionnelle qui autoriserait l'employeur à ne pas respecter le délai. Mais ça, il faut l'avoir prévu. Il faut que les salariés le sachent. Et je vous assure que là, nos clients vont commencer à faire de l'information des salariés. Ça rassure les salariés de savoir que leur employeur a réfléchi à la question. Évidemment, ils vont râler. Évidemment. Quoi? Vous allez m'imposer une journée de congé? Non.
Je croyais que je serais payée chez moi. Voilà. Là, ils vont aller. En plus, il fait froid. Hein. Voilà. Mais au moins, je vous assure, ça va quand même. Il y aura des inconvénients, mais l'avantage de les rassurer, même si vous en avez, je vous dis, même moins de 10, si vous en avez plus de 50, plus de 100, dites que vous travaillez sur la question. Et si ça arrive, vous serez prêt. Dites-le. C'est presque prêt. Et puis, peut-être que ces situations-là conduiront certains à saisir le conseiller prud'homme. Nous avons une excellente amie, éminent ami, conseiller prud'homme, ont peut-être des dossiers à traiter sur ce plan-là. C'est possible. C'est sûr qu'on aura, On référer, peut-être. des référés. On aura des référés sur les fermetures. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Comme on a eu pendant la crise sanitaire. On a eu des référés au moment des fermetures, on a eu des référés au moment des rouvertures, parce qu'ils voulaient parvenir, parce qu'ils estimaient que les conditions n'étaient pas réunies. Ah oui, là, on va avoir la même chose. Donc, on va avoir des référés, fermetures et ouvertures. On peut avoir aussi des référés sur les modifications d'organisation du travail. Et après, on aura des actions au fond sur mobilisation des congés, des comptes du temps de travail, etc. Si le salarié, juste parce que j'ai eu la question, si le salarié est en télétravail chez lui et qu'il y a une coupure 2 heures, vous savez, vous pouvez prévoir que pendant ces 2 heures où il pourra vaquer à des occupations personnelles, ce n'est pas payé ces 2 heures-là. C'est pareil, ça, il faut l'avoir prévu. Il faut que le salarié soit au courant. Est-ce que c'est juste les 2 heures? Est-ce que c'est du coup la demi-journée qu'il passe en congé et non pas en télétravail? Ça, c'est quand même plus simple de prévoir qu'en cas de coupure à son domicile, la demi-journée où il y a les 2 heures de coupure, elle n'est pas considérée comme télétravaillée, mais ce sera une demi-journée de congé. Ça veut dire que c'est sur le déclaratif du salarié. Ah oui. C'est pour ça que Je pense qu'ils n'auront pas de vous avez une confiance limitée. Oui, mais d'un autre côté, s'ils disent qu'il n'y a pas de coupure, après, ils ne pourront pas venir dire qu'ils n'ont pas eu les moyens pour travailler. Exactement. Ils ne comptent pas de jours de congé. S'il n'est pas joignable, c'est tellement embêtant. Ah bah oui. En plus, oui, c'est quoi, tu as raison. Et puis en plus, il ne va pas se connecter du tout. Parce qu'il n'y aura pas. Ah non, on peut pas. Donc ça, vous pouvez le prévoir aussi. Vous voyez, c'est une très bonne remarque. Que si le salarié est victime d'une coupure, n'est pas joignable et ne l'a pas déclaré, c'est une faute. Donc, mais tout ça, il faut y réfléchir maintenant. Voilà. Toute la problématique. Donc, je vous ai dit, pour l'instant, vous avez 3 outils à votre disposition. Le télétravail, l'activité partielle, la modification des horaires ou du rythme de travail. Ces 3 choses-là vont figurer dans votre PCA. Vous pouvez consulter votre CSE sur la mise en place de votre PCA et être prêt le 2 janvier au matin. Ça veut dire qu'avant le 2 janvier, il n'y aura pas de délestage. Non. Mais après, au 3 janvier, il peut y en avoir. Donc Ils annoncent normalement qu'il n'y en aurait pas. Non plus en début janvier. la première date prévisible de Janvier. Ça serait en janvier. janvier. Ce qui était disponible. C'est ça. Hein, Et encore une fois. Et en plus, Ce qui est dit, ils vont faire des tests au mois de décembre. Pour l'instant, nous, on n'est pas concernés, c'est plutôt la base en janvier, je peux dire que le tour aussi. Mais voilà, ça peut arriver qu'ils fassent des tests chez nous, donc ça, je ne sais rien. C'est ce qui est prévu. Hein, mais après, il y a une circonstance météorologique qui fait que. C'est rare pour les matinales, mais là, du coup, on a laissé un temps pour répondre à vos questions. Ah oui. Le petit endroit social. Il n'y a pas de dossier. Oui, mais Ah oui, encore deux. on les a vus. Aucun régime spécifique. La dernière, c'est pour répondre à vos questions. Moi, j'avais une question, Jean-Marc, c'était sur l'action du MEDEF, justement, sur le dispositif spécifique. Est-ce qu'il y a quelqu'un en centrale qui centralise les questions, les besoins des entreprises sur l'aménagement du droit du travail? Bonne pense. Au regard de ce que j'ai entendu ce matin, je vais questionner le MEDEF national sur le train d'un fonds de stage, etc. Je pense qu'il va y avoir une série de tests qui va se constituer. Soit elle l'est déjà, soit elle va se faire. Donc, voilà. Et la réflexion que je me faisais en écoutant tranquillement, c'était de dire qu'effectivement, je pense que la majorité des entreprises aujourd'hui n'ont pas anticipé ces sujets-là et vont se retrouver face à, on est plein de mur de l'éducation. Du coup, oui, j'imagine qu'au plan national, il va y avoir une série de prises à dire. Parce que les besoins que nous, on a identifiés, mais peut-être que vous en avez identifié d'autres, c'est un besoin
de prévoir l'activité partielle en cas de garde d'enfant. Ça, il faut, je pense, qu'on fasse remonter. Prévoir des aménagements similaires à ceux qui étaient dans la crise sanitaire. Prévoir un dispositif spécifique de mobilisation des congés payés et des RTT, comme il y avait pendant la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on ne soit pas à discuter de c'est exceptionnel ou pas exceptionnel, qu'on puisse imposer des congés et des RTT dans une certaine mesure, qu'au moins on ait ces deux aménagements qui pourraient nous aider. Voilà. Parce que, encore une fois, on va fermer l'entreprise parce qu'il y a coupure, mais pour certaines entreprises, ça veut dire qu'on va fermer 5 jours de plus pour redémarrer l'outil industriel. On ne va pas fermer juste une demi-journée. Une entreprise, y compris une entreprise de service comme la nôtre, parce que quand on a, aujourd'hui, tout est sur informatique, quand on n'a pas d'électricité, après le temps qu'on se mette à jour avant de reproduire, entre guillemets, il y a peut-être une journée de plus. C'est-à-dire que les salariés qui ne travaillent pas sur l'outil de production, à l'accueil, au secrétariat, etc., eux, il va falloir laisser 2 jours chez eux. Il faut penser à tout ça. C'est pour ça qu'on se dit, c'est juste une coupure, une demi-journée. Non, il y a un impact parfois sur une journée, ou 2 jours, ou 3 jours, 4 jours, 5 jours. Et comment est-ce qu'on gère nos salariés sur cette période-là? Cette notion de circonstance exceptionnelle, je pense qu'il n'y a pas trop de discussion là-dessus. Sauf que ce n'est pas de cas à cas sur ce ça c'est certain. Il y aura une discussion, je pense pas. C'est exceptionnel, mais sans être exceptionnel non plus. Et quid de vos intérimaires? Oui, oui. Les intérimaires. Donc, votre PCA, il faut le partager aussi avec vos prestataires, avec vos sous-traitants, avec les sociétés de travail temporaire, pour leur dire, voilà, nous, s'il y a un délestage, voilà ce qui se passe chez nous, quelles sont les conséquences pour vous. La sécurité dans l'entreprise. Voilà. Donc, tout ça, il faut l'anticiper et le prévoir. Il faut qu'on puisse identifier si on est sur, ce que j'expliquais tout à l'heure, si on est concerné ou pas par le délestage. Alors ça, techniquement... Non, mais on le sait que 3 jours avant. Mais donc, tu disais qu'il y avait des lignes qui sont prioritaires. Comment ça va? On a aucun moyen, je vais poser. Non, je ne sais pas. On peut poser la question. Peut-être. On peut poser la question. C'est encore plus comme. Et pas le faire. Les entreprises, d'accord. Mais il n'y a pas un outil qui permettrait à tout un chacun, en particulier l'entreprise, par exemple, je suis concerné par une rampe. En fait, tu fais quoi? Tu t'interroges. Mais pour savoir si c'est une ligne prioritaire. Telle organisation. Ils ne vous diront pas si vous serez délestés. Non. Ils peuvent vous dire que vous êtes réservé. Est-ce qu'il y avait sur la ligne? Ah, d'accord. C'est pas mal. C'est bon. J'ai raison. Ouais. Et puis après, il faut imaginer, nous, on a essayé de recenser toutes les hypothèses. Même s'il n'y a pas de problème de garde d'enfant, le salarié qui est chez lui avec une porte de garage qui ne s'ouvre pas. Non, mais il pourra pas bien travailler. Il y a un pied, mais bon, 2 heures. S'il y a des salariés qui ne pourront pas bien travailler. Comment? Faut l'avoir déjà fait. Moi, j'étais coincé dans mon garage, je ne sais pas, parce qu'il a commencé à la foudre, bon, ça avait l'horreur. Impossible de sortir, même débrayable, il faut y aller quand même. C'est vrai que ça existe, mais on panique un peu, on est dans le noir. Et il n'y aura pas ceux qui viennent avec des moyens de transport. Oui, c'est tout ça. Quand il y aura, ça c'est évident, quand il y aura des annonces de délestage, vous allez voir que là, la métropole de Rouen, on va vous couvrir. Et vous ajoutez à ça les grèves sur les NAO. Entre les grèves et les délestages sur les transports en commun. Et si vous avez des voitures électriques, c'est bon. Aussi. Non, on chargera, concerné, mais on chargera en dehors des. C'est ça. Avez-vous des questions, des remarques, des interrogations, des observations? Le PCA, c'est pour toutes les entreprises. Moi, je pensais qu'il y en avait on a un salarié, on doit prévoir comment on va poursuivre l'activité. Il y a par exemple un PCA, il y a un PCA au niveau de la justice, au niveau des juridictions. Par exemple, la première présidente de la Cour d'appel, quand c'était le Covid, avait arrivé commun avec d'autres personnes, notre organisme a un PCA. Donc, tout est prévu. Je pense que ça va être la même chose en République actuelle, mais c'est la même chose actuellement. Donc, on a déjà eu une circulaire qui annonçait oui. que oui, c'est vrai. ils allaient couper
cas de délestage, donc ils coupent tout le palais de justice et les C'est pas juridictions, prioritaire, hein, du tout. sauf les dossiers qui sont pour la privation de liberté. Mais toutes les autres audiences sont Et arrêtées. puis les jeunes qui sont en dessous. Donc le prud'homme sera jugé. concerné. C'est-à-dire Ah non, le prud'homme, c'est pas prioritaire. c'est-à-dire qu'en cas d'annonce, probablement si à 17 h, il est annoncé qu'il n'y aura pas d'électricité entre 8 h et 13 h par coupure de 2 heures au prud'homme, il n'y aura pas d'audience du tout de la journée, à mon avis. Voilà, d'autres questions, observations? Il faut se méfier également des effets dominos, donc d'où l'intérêt de également demander aux fournisseurs, alors à ces fournisseurs, s'ils ont eux-mêmes un PCR. Ah oui, Ah oui, oui. oui, tous les partenaires. Voilà. Ah non, il ne faut pas vous le faire. Oui, vous avez Interroger raison. les fournisseurs et leur prestataire sur. Bien sûr. Parce qu'en plus, ils ne vont pas être sur la même zone que vous. Voilà, donc, d'autres questions En l'absence du salarié effectivement à son poste qui nous informe qu'il y a une coupure ou que l'école n'est pas desservie, on a quel moyen pour vérifier? Parce que aucun. on va avoir effectivement des gens tout à fait concernés et impactés et d'autres qui vont saisir la brèche. Et c'est pour ça que ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas aujourd'hui que la DGT n'anticipe pas. Parce qu'on pourrait, et puis on pourrait dire, bah, le salarié c'est déclaratif, mais c'est l'activité partielle. Vous voyez, moi ce système-là, je l'entends. Mais c'est déclaratif et c'est à la charge de l'employeur, ça je n'entends pas. Donc pour moi, c'est déclaratif, mais il est en absence justifiée, non rémunérée. Le salarié qui vous appelle pour vous dire, bah, j'ai pas d'école, je n'ai pas d'électricité, etc., c'est une absence justifiée, mais non rémunérée. C'est pour ça que j'insiste sur la nécessité d'avoir un dispositif déclaratif d'activité partielle. Il y avait bien un dispositif déclaratif d'arrêt de travail. On s'auto-déclarait en arrêt quand on avait le Covid. Et le système déclaratif suppose, avant d'arriver à l'introduction, la bonne foi de celui qui déclare. Voilà. Si on arrive à démontrer, on arrive toujours, hein, plus ou moins. Mais pour pour répondre à votre question, vous ne pouvez pas sanctionner le salarié. C'est ça, voilà. Mais je ne pense pas que le conseil des prud'hommes, quand on pourrait apprécier ça. Non, mais c'est pour ça que je vous ai dit communiquer auprès de vos salariés, anticiper, peut-être créer, dites, si vous êtes à vos salariés, si vous êtes concerné par la garde d'enfants, par une coupure d'électricité, que vous ne pouvez pas vous rendre sur votre travail, vous devez, communiquer votre absence, 2, justifier si vous avez un justificatif donné par l'école ou par je ne sais quoi, et 3, vous serez en absence justifiée non rémunérée, mais prévu dans le PCA. Vous avez la possibilité de poser une journée de congé ou de RTT, voilà. Ou, si c'est un aménagement d'horaire lycée sur l'année, de rattraper la journée de travail en 2 fois. Mais prévoyez quelque chose. Et pour ceux, ça, par exemple, c'est une question que je me pose, qui, des jeunes en restauration collective dans une entreprise, ou ici aussi, on va parler d'entreprise Paris à la Défense, on des jeunes directement dans sa boîte. S'il n'y a pas de courant de matin, etc., il n'y a pas de restauration collective, est-ce qu'il faut prévoir 2 jours, rien, je ne sais pas. Et c'est pour ça que vous disiez demander le PCA de vos prestataires. La cantine, c'est un prestataire. Là, c'est la cantine qui doit vous dire comment ils vont fonctionner. Voilà. C'est ce que voilà. Travaillant en partenariat avec eux. C'est quelque chose, parce que ça paraît assez simple au départ. Et encore, on n'a peut-être pas la conscience. L'objectif, c'était quand même que vous ayez des premières idées. Vraiment, retenez qu'une chose, c'est le PCA. Les 2, retenez la communication à vos salariés. Avant de partir en vacances de Noël, ou plus tard, jeudi ou vendredi, même si vous n'avez pas consulté le CSE, etc., mais faites une petite information de vos salariés. Faites un petit flash info. Ou alors recevez au moment du déjeuner de Noël, si vous avez peu de salariés, dites, on a pris le problème en considération, on travaille dessus, on va vous donner une note à la rentrée. Mais dites-leur, communiquez. Vraiment. Nous avons toujours le réflexe avec Sarah, sur l'avocat, le réflexe de toujours avoir prévu le maximum de choses pour qu'après, s'il y a un contentieux, c'est comme ça, hein, c'est une 2 phases, on puisse aller devant vous, mesdames, messieurs, dans le conseil des prud'hommes, en disant voilà, ça avait été prévu, après ça peut se discuter sur la
légitimité, l'opportunité, mais au moins, il y a quelque chose. S'il n'y a rien, c'est bien plus compliqué. Hein. Parce que vous allez dire, mais vous avez prévu quoi? Pas rien. Et c'est vrai que dans une ère où les RPS sont importants sur les risques d'anxiété, etc., ils vont vous dire, bah, on était hyper stressés, on n'avait rien prévu, c'est la faute de l'employeur. Ça discute. Voilà, anticiper pour pas qu'il y ait des accidents du travail, Oui, s'il y a c'est coupure. ça. Comment je mets en sécurité les salariés? Comment je leur dis, si vous avez des salariés sur la route, s'il y a coupure, il faut que ça soit écrit dans le PCA, ne pas prendre la voiture. Voilà, je voulais poser cette question-là. Si vous avez des salariés sur la route, vous leur dites, ne prenez pas la voiture. C'est très bien comment? Non, mais c'est pas à vous de les prévenir. C'est pas à vous de les prévenir. C'est que si eux sont prévenus voilà, qu'il y a une coupure sur cette période, qu'il y a une responsabilité actuelle, vous avez dit, ne prenez pas la route. Parce que sinon, vous aurez, en matière d'accident de travail, en matière de travail, vous aurez la présomption du temps de travail, du lieu de travail. Et de faute inexcusable. Excusez-moi, et après, tu as la faute inexcusable, avec bon, les éléments qu'on connaît, la faute inexcusable, on pourra faire un jour là-dessus si vous voulez. Ça devient compliqué. Hein, il y a quand même des présomptions. Combattre une telle présomption, si on n'a rien prévu. On peut imaginer aussi que les personnes qui sont en déplacement, Oui. qui ne peuvent pas regagner leur domicile par les moyens de transport en commun, on imagine bien que les trains ne vont pas se remettre en activité. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui risquent d'être en découché plus longtemps que prévu, et de ne pas pouvoir regagner leur domicile en temps voulu. Et donc, beaucoup d'accompagnement et d'allonger la journée de travail d'absence. C'est vraiment là, il faut. Quand vous allez faire votre PCA, c'est je prends les catégories, enfin, je prends mon activité, ma priorité, etc. Après, je prends catégorie de poste de travail. Mon entreprise, elle est en plusieurs secteurs, en plusieurs filières. Je prends les postes de travail et comment ça se passe. Voilà. Il y a des problématiques communes à tous, la garde d'enfants, les coupures à domicile, mais il y a après le poste de travail. Est-ce qu'ils sont télétravailleurs ou pas? Et on essaie avec Jean-Marc de trouver un modèle. Je vous garantis que je fais le maximum pour le regarder aujourd'hui. Pas d'autres questions? C'est quoi la prochaine étape en fait? Après les Covid, alors déjà, la prochaine étape, parce que comme on a décalé notre formation, on va se revoir sans doute fin janvier. On fera le point sur la loi travail qui vient d'être adoptée. C'est vrai qu'on avait besoin d'une nouvelle loi pour favoriser le plein emploi, avec toutes les nouveautés, donc le fameux abandon de poste d'émission, le déplafonnement du CDI intérimaire, le CDD multi-remplacement. Voilà. Vous embauchez une personne pour faire tout dans la société et remplacer tous ceux qui sont absents. Tous ces petits ajustements-là, on va se voir sur l'actualité en janvier. Parce que la loi a été adoptée, elle est soumise au Conseil constitutionnel, mais il y a très peu de dispositions qui sont soumises finalement. Il y a évidemment l'abandon de poste d'émission, il y a le CDD multi-remplacement, et deux, trois choses, mais il y a peu de choses qui sont soumises au Conseil constitutionnel. On va faire un focus par Oui. Souvent, on est en plein dedans. Non, mais nous, on est en plein dedans. Alors, on va à la Cour de cassation, Eric et moi, mercredi prochain, pour une audience spéciale d'un de nos dossiers sur du PC CDI interne. Vous savez qu'elle a été transmise par le Conseil des prud'hommes de Rouen, section industrie. Et Ah, donc, tu y étais, toi. Ça a passé tous les films. Il y a une audience spéciale. C'est la chambre sociale, je suppose. Non, c'est une plénière. Non, c'est Une plénière. une chambre spécifique. Mais sur le plénière, non? Oui. C'est mixte. C'est mixte, c'est la chambre mixte, cherchez mes termes. Et on a le rapport, pour ceux que ça intéresse, on a le rapport de l'avocat général qui est très défavorable. L'avocat général dit que le CDI intérimaire, c'est du bricolage, que ça ne devrait pas s'appeler CDI, parce que ce n'est pas un CDI. Ça, pour l'instant, non, tant que ça va passer, et on vous donnera le résultat. Et on a voilà. Et ils estiment que finalement, ceux qui sont en CDI intérimaire, ils sont en totale précarité et qu'il n'y a pas d'égalité de traitement avec un CDI normal. Voilà. Et que c'est pour ça qu'ils incitent fortement à faire requalifier au préjudice des utilisateurs. En fait, la question qui se pose,
cette question-là, c'est de savoir que lorsqu'il y a Mercredi 14. lorsqu'il y a une requalification du CDI à intérimaire qui est demandée, est-ce qu'elle peut être requalifiée en CDI auprès de l'utilisateur alors que le salarié bénéficie déjà d'un CDI auprès de l'entreprise de travail temporaire? Bon, et donc, voilà. La question, c'est celle-ci qui a été portée devant en QPC. Donc, il y a le filtre de la cassation. Si le filtre passe, alors on va voir, c'est après le conseil constitutionnel qui démarre. Parce que c'est conforme ou pas à la loi. Et qu'il y a des enjeux très importants, puisque ça peut À Louviers, il y a une pandémie de requalification, il y en a plusieurs par semaine. on a des dossiers là-bas. Donc, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont visées. En fait, vous passez la porte, vous êtes déjà condamné à requalif d'un CDI intérimaire. Ils estiment que CDI intérimaire, ça doit être un CDI. Que vous avez triché. Et que... On a quelques dossiers. Oui, mais justement, nous, on avait fait la QPC en amont pour savoir ou pas. Mais quand on lit vraiment, et on vous le fera passer après, quand on sera passé, parce que là, pour l'instant, le rapport de l'avocat général, qui dit que finalement, le gouvernement a fait n'importe quoi, mais pour autant, il faut le maintenir. C'est très logique, tout ça. Non, mais ça pose des problèmes juridiques très importants, parce que lorsque vous requalifiez un CDI en CDI, on en parlait encore avec ça hier, parce qu'on a un dossier sur lequel on est en train de travailler, en plus, il y a un référé qui est oublié là. Voilà. Ça pose des problèmes juridiques. Surtout que maintenant, nous, on a le cas où il y a une requalif, il est requalifié en CDI chez l'utilisateur, mais il ne démissionne pas de son CDI. Il y a deux employés. Il se retrouve avec deux conventions collectives différentes. Avec deux conventions collectives différentes. On dit que c'est normal. Comment Et... Il nous donne des éléments. Là. Tu nous donnes un. Non, mais, donc, ça pose vraiment des problèmes. Et donc, c'est examiné mercredi à la Cour de casse. On a hâte dans des cours. Mais voilà, les rapports sont très négatifs. On a refait des écritures en réponse. En expliquant que, notamment la loi travail 2, qui a déplafonné. Maintenant, vous êtes en CDI intérimaire. En deux mots, je suis embauchée par ADECO en CDI intérimaire et ADECO va vous mettre dans une entreprise à durée indéterminée. Parce que maintenant, c'est autorisé. Avant, c'était 36 mois. Maintenant, je mets chez vous à durée indéterminée. Et celui qui est chez vous à durée indéterminée peut dire oui, mais puisque je suis à durée indéterminée, c'est quand même un indice que c'est un emploi lié à l'activité normale et permanente. Donc, je vais être chez vous et pas chez ADECO. Et là, on a. Il reste quand même chez ADECO. Voilà, mais il reste aussi chez ADECO pour être sûr que si jamais un jour l'arrêt est cassé, il pourra revenir chez ADECO. Voilà. Et moi, je déplore, il n'y en a pas dans la salle des sociétés de travail temporaire. Je déplore l'absence de mobilisation des entreprises de travail temporaire sur ce point. Parce qu'ils se déchargent sur les utilisateurs, ils ne viennent pas à l'audience, on leur demande d'intervenir volontairement, ils refusent. Là, on va être obligé dans un dossier de faire une intervention forcée d'un des majeurs du travail temporaire parce qu'il ne veut pas venir à l'audience. C'est quand même lui l'employeur. C'est quand même lui qui vous a vendu un CDI. C'est quand même lui qui vous facture tous les mois sa prestation. Et puis devant le conseil des prud'hommes, ce qui est toujours intéressant, comme dans les dossiers de contrat temporaire classique, c'est d'avoir deux voix dans le même sens. Pas pour dire forcément la même chose, mais pour nuancer un peu les choses et compléter, c'est toujours intéressant également. Moi, c'est juste un conseil, c'est ne signez plus de CDI intérimaire. Mais c'est vrai. C'est vrai que vous économisez sur les contrats courts, parce que ça ne compte pas sur le contrat court. Mais par contre, après la condamnation derrière, c'est largement plus que ce que vous avez économisé comme la taxe sur les contrats courts. Et un autre point, on est entre nous. Vérifiez vos CDI intérimaires, parce qu'en général, ils vous facturent la précarité, alors qu'ils ne la payent pas. Dans tous ceux qu'on a regardés, la précarité est payée. Elle est facturée dans la prestation alors qu'elle n'est pas payée aux salariés puisqu'il est en CDI. Donc, vraiment, les CDI intérimaires, je sais que... Il y a un point avec les CDI. Ah oui. Enfin, voilà, mais CDI intérimaire, nous on travaille pour aucun lobbying, c'est juste qu'on constate que ça met en difficulté les entreprises. Là, moi, je suis
tellement dépité et directement que ça va être dur dessus parce que comment est-ce qu'on arrête cette pandémie de requalification? Oui, c'est. Comment on pensait assurer un peu plus de tranquillité aux utilisateurs en vendant un CDI intérimaire et en fait, dès le 2e mois, ils vont au prud'homme. Et ils sont plus pressés parce que comme ils ont 36 mois de contrat, c'est vrai qu'un intérimaire, il y avait urgence à juger, là, ils ont le temps que ce soit jugé. Et ils ont même le temps que l'appel soit passé. Parce qu'ils font, en fait, ils font l'action avant que le terme de l'exécution soit expiré. On se bat. Hein. Après, je connais un peu le vrai emploi. J'étais 25 ans ou 20 ans d'avocat d'ADECO. Donc, ça me permet aussi de voir un peu les. Mais c'est vrai que c'est pas évident, mais on se bat. Hein. On y arrive. Puis à nos pieds, là, on est en train de s'ennuyer. Hein. Il faut que nos conseillers du MEDEF. Oh là là, il faut y aller parce que là. Les conseillers du MEDEF vous aident un peu parce que. On se bat là-bas. Hein. Tous nos employeurs aujourd'hui, que vous soyez TPE ou grandes entreprises, ils sont condamnés systématiquement sur CDI intérimaire, sur ce point-là. On a des boîtes. À l'oublier. Tous. Oui, mais tous. Et franchement, moi j'ai vu, quand vous voyez une TPE en fin d'année qui a une surcharge de travail et la société de travail temporaire habilement lui a vendu un CDI intérimaire, même pour venir 3 mois, mais elle lui dit non, mais que 3 mois, mais je vous mets quelqu'un qui est EG en CDI intérimaire parce que c'est quelqu'un. Voilà. Et qui se retrouve au prud'homme, et qui se retrouve à embaucher quelqu'un dont il n'a pas besoin. En plus, on va lui couper l'électricité, le petit boucher, il aura besoin. Et il aura un salarié en plus. Donc, sur le CDI intérimaire, il faut arrêter. Je ne sais plus à qui m'adresser, au senior peut-être, mais il faut arrêter. Moi, je suis pour. Voilà, le CDI intérimaire, ça peut être bien sur le principe. Ça peut être bien de les mettre à durée indéterminée, mais il ne faut pas qu'ils aient la possibilité de requalifier chez nous. C'est tout. OK pour assurer la pérennité de l'emploi, etc., mais pas de requalification dans vos entreprises. Sinon, ça n'a aucun sens. Et ne pensez pas que, parce qu'il y en a qui nous disent ça fait travailler les avocats. Non, on travaille sur des dossiers comme ça, parce que ce n'est pas intéressant, parce que même si on a raison, on va perdre. Donc, ce n'est pas intéressant et il faut vraiment que la législation évolue. Alors, on ne part pas tout non plus, hein, parce qu'après, on vient disséquer les jugements qui ont été rendus et les dispositifs. Et après, on se retrouve avec des actions référées. C'est pas grave, on va se battre. Et donc, vos entreprises de travail temporaire, voilà, dans le cadre de votre PCA, vous voulez des stages, discuter et discuter aussi pour l'avenir sur vos relations. Voilà, pour que tout le monde soit de bonne foi et tout le monde travaille main dans la main, tous les dirigeants d'entreprise. Il ne faut pas qu'on s'affronte les uns et les autres. Il faut qu'on travaille main dans la main avec le travail temporaire. Voilà, et quand il y a un problème, il faut qu'on assume tous ensemble. Il ne faut pas qu'on soit seuls, nous, les entreprises. Voilà, c'est mon point de vue. Oui, mais c'est 2 entreprises du même secteur d'activité, la même convention de livre qui se foutent des bâtons dans les roues. C'est invraisemblable. Ah non, ce n'est pas la même convention. Ah non? Ah oui, non, pardon, autant. Pas la même. Non, mais bon, il y a quand même une faute de l'entreprise principale. Oui, c'est ça. Ça pose des problèmes juridiques. Vous avez raison. Oui, c'est la déco, par exemple. Sur ce, nous vous souhaitons de très bonnes Juste si on peut, est-ce que dans la loi travail nouvelle, il y a des dispositions transitoires d'application? Elle est d'application immédiate ou pas? Non, parce qu'il y aura des décrets d'application qui vont devoir être adoptés. Et c'est pour ça qu'à mon avis, on prévoira avec Géraldine plutôt fin janvier. Ils sont sortis les décrets. Oui, ça attend sur la loi. Notre sens d'actualité. Voilà. Très bien. Merci.